Bienvenue dans cette nouvelle capsule, la deuxième étape de la vie d'un couple. Alors, je vous rappelle que la première étape de la vie d'un couple est l'étape où les corps sont inondés d'hormones et les hormones vont endormir l'essence critique afin de favoriser la reproduction. C'est ainsi que la nature permet de perpétuer l'espèce en faisant effectivement que les hormones nous permettent de voir uniquement le bon côté chez l'autre. Donc, nous ne voyons aucun défaut, l'autre est parfait parce qu'effectivement, il faut favoriser la reproduction. Ceci dit, au bout de quelques temps, entre 6 mois et 2 ans après la rencontre, enfin à partir du moment en tout cas où le couple s'est créé, s'est formé, eh ben, on passe dans la deuxième étape. Cette deuxième étape, en fait, c'est le couple conflictuel. Ah, et oui, la deuxième étape du couple, c'est le couple conflictuel. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette étape? Ben, c'est le moment où on se réveille. D'un point de vue animal, en fait, les hormones produites pour favoriser donc la reproduction et qui permettaient au mâle donc de rester auprès de la femelle pour protéger la femelle et son bébé, et bien ces hormones disparaissent. Donc dans le monde animal, en fait, de façon générale, le couple se sépare. Donc le mâle s'en va puisqu'il a fait ce qu'il devait faire, il a procréé, il a protégé la maman et le petit, et à ce moment-là, donc c'est terminé pour lui pour cette étape. Sauf que l'humain est différent. On a une partie animale bien sûr, mais on est bien au-delà des animaux parce que nous avons un besoin d'évolution et un besoin d'évolution spirituelle surtout. Donc pour nous, ça va être différent. Les hormones au niveau du corps vont réellement disparaître, mais ceci dit, pour continuer à évoluer, on va avoir besoin d'une force contraire. Alors une force contraire, qu'est-ce que c'est? Dites-vous bien que si vous cherchez par exemple à vous muscler, que vous allez dans une salle et que vous voulez muscler vos cuisses par exemple, vous allez devoir faire des exercices, donc pousser des poids ou faire des squats. Dans tous les cas, vous êtes obligé de faire des efforts qui permettent donc à vos muscles de se développer. Chez l'être humain, pour le développement spirituel, on a quelque chose qui est déjà en nous depuis la naissance, voire même avant, ce sont nos blessures. Alors, ce sont nos blessures, en fait, qui vont être là pour nous aider à évoluer. Étant donné que les hormones ont disparu, on voit donc l'autre tel qu'il est et non plus sous une forme d'illusion. En gros, c'est comme si on avait des lunettes pendant la première phase de la rencontre, pendant la première étape de la vie du couple, et à ce moment-là, hop, ça y est, on enlève les lunettes. On voit donc naturellement les qualités de l'autre, mais on voit surtout ses défauts. Alors pourquoi voyons-nous les défauts chez les autres? En fait, tout ce qui nous dérange chez les autres, c'est assez simple à comprendre en fait. Tout ce qui nous dérange chez les autres, c'est un travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. Puisque ça veut dire que si quelque chose me dérange chez quelqu'un, c'est que je n'ai pas su encore accepter cette façon de faire ou cette façon de penser chez l'autre. Étant donné que le but de tout être humain est d'apprendre à accepter pour se remplir d'amour et pour se guérir de ses blessures. Donc c'est pour ça que les défauts que nous allons voir chez l'autre sont effectivement nos propres blessures que nous voyons comme un miroir, et ce sont donc les choses que nous devons apprendre à accepter. Et donc en fait, les défauts que nous voyons chez l'autre, en fait, sont les mêmes que les défauts que nous avons vus chez notre parent du sexe opposé. Lorsque vous étiez petit, votre inconscient s'est fabriqué, en tout cas, une image d'un modèle féminin et d'un modèle masculin. Ces modèles, en fait, vous les avez créés inconsciemment
en observant votre environnement. Et l'environnement qui était présent lorsque vous étiez petit, c'est essentiellement votre maman et votre papa. Ou alors la personne féminine qui vous a éduqué, si ce n'était pas votre mère, et la personne masculine qui vous a éduqué. Et pendant ces premières années de vie, tout ce que vous n'allez pas apprécier chez vos parents, donc en fait, tout ce que vous n'avez pas pu accepter chez vos parents, vous allez revoir toutes ces choses chez votre conjoint. Donc, lorsqu'on est petit, en fait, on crée cette modélisation de ce que c'est qu'un féminin et ce que c'est qu'un masculin. On ne distingue pas c'est maman qui est comme ça, c'est papa qui est comme ça, non. On globalise en se disant un féminin c'est comme ça, c'est maman, et un masculin c'est comme ça, c'est papa. Et si vous ne faites pas un travail sur vous, tout au long de votre vie, toutes les interactions que vous allez avoir avec les femmes et les hommes, ça va être systématiquement comparé par rapport à vos modèles qui se sont construits pendant l'enfance. Donc ça va être comparé systématiquement à votre père ou à votre mère. Je vous donne un exemple. Une petite fille, par exemple, lorsqu'elle est petite, son père est souvent absent. Admettons que son père est peut-être militaire ou autre, qu'importe ses raisons, mais il est souvent absent. De ce fait, c'est maman qui doit tout faire à la maison. Maman, elle repeint à la maison, maman, elle fait à manger, maman, elle s'occupe de lui donner des petits câlins à cette petite, etc., etc. Maman fait tout. Donc cette petite va se construire l'image qu'un féminin, en fait, c'est waouh, c'est top. Un féminin, ça peut faire plein de choses, ce qui est vrai aussi. Et donc, ça va vraiment, elle va avoir une très belle image du féminin. Ceci dit, lorsqu'elle va observer le masculin, elle va se rendre compte que le masculin, à chaque fois qu'elle avait besoin de lui, il n'est pas là. Et c'est maman qui doit toujours tout faire. Cette petite va se créer le modèle qu'un masculin, en fait, il ne sert pas à grand-chose. Cette image étant construite dans l'inconscient de l'enfant, donc entre 0 et 6 ans, elle va garder cette conscience d'un masculin tout au long de sa vie, si elle ne travaille pas sur elle, bien sûr. Ce qui veut dire que lorsque cette petite sera adulte, et si elle souhaite partager sa vie avec un homme, cette petite devenue adulte, cette femme, en fait, ne pourra jamais faire confiance en son homme. Je dis bien jamais. Et elle-même ne va pas comprendre pourquoi elle ne fait pas confiance en son homme. C'est tout simplement parce que inconsciemment, elle compare son homme à son modèle masculin et la comparaison donne le résultat qu'un homme, ça ne sert pas à grand-chose, on ne peut pas lui faire confiance, donc cette petite ne pourra jamais faire confiance à son mari, même si lui pourrait faire énormément de choses, ça ne changera rien parce que inconsciemment, ça ne correspond pas à son modèle qu'elle s'est créé dans sa réalité, en tout cas dans son inconscient. Ce sont donc en fait toutes les perceptions négatives de notre enfance qui refont surface lorsque nous entamons cette deuxième période de la vie de couple. Donc toutes ces choses que nous avons perçues comme négatives, ce qui revient à dire toutes ces choses auxquelles nous avons résisté pendant l'enfance, elles vont refaire surface à travers notre conjoint parce que le but de la vie est de nous aider à tout accepter. Lorsqu'on parvient à tout accepter, sans se soumettre une fois de plus, lorsqu'on parvient à tout accepter, on découvre ce que c'est que l'amour inconditionnel et on découvre donc ce que c'est que cette énergie source, cette énergie qui donne la vie, cette énergie qui crée le tout autour de nous. Donc toutes ces perceptions négatives correspondent donc à ce que nous n'avons pas su accepter pendant l'enfance et après également, et même avant, parce que je vous rappelle que votre âme ne meurt jamais, ce qui signifie que votre âme, lorsqu'elle s'incarne, elle fait le choix d'entrer dans un véhicule, votre corps qui a été donc conçu par vos parents, mais votre âme,
elle arrive déjà avec ses propres blessures, donc elle arrive déjà avec toutes les expériences passées non acceptées. Donc tout ce qu'elle n'a pas su accepter dans ses vies précédentes, vous redébarquez avec pour de nouveau devoir vivre les expériences nécessaires pour les accepter. Donc à ce moment-là, dans la deuxième étape de la vie du couple, chacun se rend compte en fait que l'autre n'est pas parfait. Eh oui, on pensait être tombé sur la perle rare de cette planète, la seule qui correspondait parfaitement à ce qu'on désirait, mais en fait non, l'autre n'est pas parfait. Et là, les conflits s'installent et donnent lieu à des situations de dominant-dominé. C'est à ce jour la majorité de situations vécues par les couples lorsque vous observez, naturellement sans aucun jugement, mais juste observez autour de vous, vous verrez que la majorité des couples à ce jour vivent dans ce combat permanent dominant-dominé. Donc à un moment, madame va être dominante, madame aura gagné une petite victoire, monsieur se sent frustré, donc l'ego de monsieur est blessé, et monsieur veut sa revanche, donc monsieur attend sa revanche, et poum, ça y est, ah, cette fois c'est moi qui ai gagné, et voilà. Et souvent, une vie entière, les couples vivent dans cette bataille d'ego. Vous comprenez bien qu'avec cette situation dominant-dominée permanente, il sera impossible de construire un couple bâti réellement sur de véritables valeurs d'amour. Et donc, c'est en ça qu'il faut comprendre que c'est la base même qui est mauvaise en fait de nos jours, ce qui ne correspond que ce qui fait que la majorité des couples encore aujourd'hui se déchirent. C'est juste avec ce concept qu'ils n'ont pas compris. Ils ne font que reproduire ce schéma de l'ego qui veut montrer, prouver à l'autre qu'on est le plus fort. À ce moment-là, il va y avoir deux cas de figure. Soit on laisse sa colère s'exprimer, et là, ça va donner lieu à des crises violentes où chacun rejette en fait son mal-être sur l'autre. Parce que je vous rappelle, lorsqu'une personne est en colère, cette personne, en fait, à travers sa colère, trouve une solution pour rejeter sur l'autre, rejeter à l'extérieur son mal-être, ce qui lui fait mal. Et cette colère va donc s'exprimer dans le couple à travers des crises violentes. Donc, pour peu que les deux, effectivement, laissent exprimer leur colère, ça amène à des situations où on peut voir malheureusement quelquefois assez périlleuses. Ou alors, le deuxième cas de figure, c'est qu'on prend sur soi. On se dit, allez, j'ai fait le mauvais choix, ou tant pis, maintenant je me suis engagé avec cette personne, elle me saoule, mais tant pis, je dis rien, je prends sur moi. Et lorsque vous prenez sur vous, vous le savez, vous donnez lieu à la fabrication de maladies. Donc deux cas de figure, effectivement, soit vous laissez la colère s'exprimer et ce sont des conflits, ça va péter dans le couple, ou alors il y en a un des deux où les deux s'écrasent et à ce moment-là, en prenant sur soi, cette personne déclenche des maladies parce qu'elle crée un conflit interne, elle crée des résistances internes qui vont contribuer à l'autodestruction. Alors, quelle est la solution? Les gens pensent souvent, ceux qui vivent cela, que la solution, c'est de se séparer en se disant « Waouh, en me séparant, waouh, je vais reprendre un bol d'oxygène et je vais pouvoir rebondir. » Ce qui est vrai. Dans l'instant présent, bien sûr que c'est un bol d'oxygène parce que lorsque l'autre n'est plus face à vous pour vous faire voir vos propres blessures, lorsque l'autre donc n'est plus à vos côtés pour réveiller vos blessures, et bien sûr que instantanément vous vous sentez mieux. Sauf que si jamais un couple qui vit cela, donc que le couple décide de se séparer, vous comprendrez bien que momentanément, les deux généralement se retrouvent bien. Si c'est d'un commun accord, en tout cas, qu'ils se séparent, les deux vont se sentir bien en se disant « Ouf, ça y est, ouf, j'ai fait une mauvaise expérience, elle est derrière moi, c'est passé, maintenant je vais pouvoir enfin vivre une expérience plus agréable. » Et à ce moment-là, chacun attire de nouveau quelqu'un qui est différent sur la forme, mais en fait identique sur le fond. Ils entrent de nouveau
dans le processus. Et c'est assez rigolo, j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai une amie qui était donc avec quelqu'un et ils ont passé quelques années ensemble comme ça jusqu'au jour où effectivement, bon, il y avait une grosse bataille d'ego jusqu'au jour où le couple décide de se séparer et quelques mois plus tard, la dame que je connaissais bien, me dit, «Tiens, j'ai refait ma vie avec quelqu'un d'autre, il faut que je te le présente parce que franchement, il a rien à voir avec la personne avec qui j'étais. Je vis l'amour parfait, c'est top, c'est génial, qu'est-ce que la vie, elle est belle!» Je dis: «OK, bah, avec plaisir» et elle me présente cette personne effectivement que, bon, j'étais très content pour eux, hein, qu'ils puissent naturellement, on est tellement heureux de voir des gens heureux que c'est chouette et mais en fait, cette personne, c'était la photocopie de la première, sauf que la personne elle-même étant de nouveau inondée d'hormones, donc tous les sens critiques endormis, elle voyait vraiment, bah, chez cette nouvelle personne que le bon côté et elle se disait: «Waouh, c'est quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec la première personne». Malheureusement pour elle, quelques années plus tard, ben, c'est reparti, de nouveau puisque, bah, quand les hormones disparaissent, la personne réveille ses blessures et une fois de plus, lorsqu'on n'est pas prêt à se remettre en cause, puisque la seule difficulté, en fait, c'est ça, c'est toujours l'ego, hein. Lorsqu'on n'est pas prêt à se remettre en cause, on se dit: «Si je souffre, c'est à cause de l'autre, c'est l'autre qui est responsable de ma souffrance, donc il faut absolument que l'autre disparaisse de mon existence». Et quand vous comparez, vous comprenez que en fait, c'est un schéma qui va bien au-delà du couple, parce que dans notre vie de tous les jours, hein, l'humanité aujourd'hui résonne encore sur ce schéma de l'ego, puisque lorsque vous avez des pays qui sont en guerre, par exemple, les uns contre les autres, c'est exactement la même chose. En fait, l'autre pays déclenche des blessures et la personne ou le peuple se dit: «Pour que j'aille mieux, il faut que cette personne disparaisse ou qu'elle change». Et ça, c'est aujourd'hui encore malheureusement le schéma de l'ego qui est encore à la base de beaucoup de populations, beaucoup de peuples et beaucoup de gens encore raisonnent avec ce principe. Si vous-même, vous raisonnez encore avec ce principe, je vous encourage en tout cas à prendre du recul et de comprendre que c'est ce schéma qui en fait est complètement faussé. Parce que vous ne pourrez jamais changer l'autre, déjà une, et dites-vous bien que si vous parvenez réellement un jour à changer quelqu'un qui est face à vous et que vous gardez vos propres blessures en vous, mais obligatoirement, la vie va vous ramener quelqu'un d'autre face à vous, puisque c'est quelqu'un qui va raisonner par rapport à vos propres blessures, c'est le principe de la loi de l'attraction, et obligatoirement vous attirez un nouveau déclencheur de cette blessure. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment prendre conscience que le problème n'est pas l'autre, mais le problème est nous. Parce que si quelqu'un vous agace, c'est uniquement parce que vous ne parvenez pas à l'accepter tel qu'il est. Dès lors que vous parvenez à accepter cette personne telle qu'elle est, vos souffrances disparaissent instantanément. Donc c'est en ça que la solution est en vous. Et le but de la vie est justement de ramener à vous des déclencheurs de vos blessures pour que vous puissiez prendre conscience de ces blessures et que vous fassiez le choix de les soigner. Et donc, comme je vous le disais, donc ceux qui arrivent à cette deuxième étape et qui font le choix de se séparer sans avoir compris qu'en fait le problème c'est eux et non pas l'autre, ben, ils entrent de nouveau dans ce processus et c'est reparti. Ils vont être heureux 2-3 ans, hein, le temps que les hormones fassent leur effet et malheureusement après c'est reparti, hein. Donc après, soit ils se disent bon bah, c'est la fatalité, je ne suis pas fait pour vivre en couple ou quoi que ce soit, donc ils finissent leur vie seuls, ou alors ils se disent bah, je vais prendre sur moi cette fois, hein, puisque tant pis, hein, la première fois je me suis rebellé, cette fois je vais prendre sur moi. Et là, malheureusement, ces gens vont se fabriquer leur maladie. Donc, si vous avez compris juste ce point capital, j'ai envie de vous dire, vous avez tout compris des relations humaines, vous avez tout compris du sens de votre vie, vous avez tout compris du sens d'une relation de couple, etc. Alors, lorsque vous attirez quelqu'un à vous,
Vous savez que c'est une attirance, hein, ce n'est pas mental, c'est une attirance que vous vivrez, donc que vous vivez, donc c'est magnétique. Donc cette personne, effectivement, vous êtes attirés l'un vers l'autre tout simplement parce que vous avez les mêmes blessures et que ces blessures entrent en résonance. Donc ce sont vos blessures en fait qui vous attirent parce que en attirant à vous la personne la mieux placée pour déclencher vos blessures, ça signifie que vous attirez à vous, en fait, la personne la mieux placée pour vous aider à vous soigner. Et donc, lorsque cette notion n'est pas comprise au niveau du couple et que le couple décide quand même de rester ensemble sans avoir compris le sens de cette relation, nous entrons donc cette fois dans une troisième phase de la relation de couple, phase que nous verrons dans une prochaine capsule. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.